Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode pour parler branding et tout particulièrement pour parler de mood board, la fameuse création de son mood board. Donc dans ce podcast on va déjà définir ce qu'est un mood board et je vais t'expliquer du coup toutes les étapes à suivre pour pouvoir le créer dans les bonnes conditions, transmettre les bons messages, que ce soit pour ton projet d'entreprise ou un projet perso. On va dire que la structure est la même. Donc voici tous mes petits conseils pour bien réaliser son mood board. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, parlons mood board. Donc déjà, pour commencer, on va définir ce qu'est un mood board. Un mood board, on entend souvent parler, mais il est important de vraiment comprendre l'importance qu'il a et le but premier en fait dans la réalisation d'un mood board. Donc en fait, si tu veux, un mood board, c'est vraiment un tableau d'humeur, un pêle-mêle visuel qui va regrouper des images, des couleurs, des typographies, des mots-clés qui vont permettre d'illustrer, de représenter l'ambiance d'un projet. Donc ça peut être un projet d'entreprise, mais ça peut être un projet de vraiment divers. Par exemple, on peut créer un mood board quand on cherche un photographe pour faire ses photos professionnelles ou personnelles, pour vraiment retranscrire le style qu'on a envie. Ça peut être un mood board aussi pour un mariage, pour un anniversaire, pour une identité visuelle. Ça peut être vraiment pour beaucoup de buts. Moi, les mood boards, du coup, j'en crée au quotidien pour mes clients pour représenter leur entreprise. Mais là, du coup, je vais t'expliquer comment le faire toi-même parce que quand on connaît la marche à suivre, du coup, il est fort possible et c'est assez facile, entre guillemets, de pouvoir le faire si on suit vraiment les étapes clés pour vraiment transmettre, en fait, les bons messages. Donc, le mood board, il va permettre, en fait, de mettre en image l'univers du projet et aussi d'exprimer un petit peu tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a envie de transmettre en ce qui s'agit de valeurs, d'émotions, d'univers. Donc, comme je le disais, si tu n'as pas encore eu la possibilité de déléguer la création d'un mood board quand tu as fait ton branding, par exemple, avec un graphiste, tu peux le faire toi-même, tu peux le faire seul pour justement aborder un graphiste en ayant déjà des idées pour éclaircir un petit peu ta volonté, mais également pour peut-être contacter un community manager, pour contacter un photographe. Et du coup voilà, il est aussi intéressant de pouvoir le faire soi-même. Donc voilà simplement la définition d'un mood board pour un projet créatif. Du coup, je vais passer aux étapes pour créer un mood board. Parce que clairement, quand tu vas réaliser ton premier mood board, ça risque d'être un petit peu nébuleux, ça risque d'être un petit peu le bazar, si je peux me permettre. Et c'est tout à fait normal. C'est normal parce que c'est vraiment un moment où tu vas tout lâcher, tout regrouper, tout poser à plat et te laisser en fait aller par ton imagination. Mais au début, c'est normal en fait d'en amener beaucoup pour justement épurer, faire place nette et se laisser porter vers des textures, des visuels, etc. qui vont résonner en toi, qui vont peut-être venir avec intuition. Vraiment, il faut se mettre en tête que quand tu vas commencer à le faire, ça va être vraiment très brouillon. Tu vas avoir 10 000 idées, 10 000 envies, mais c'est tout à fait normal et on va justement décrire les étapes dans cet épisode pour affiner ensuite toute cette multitude de visuels qui va arriver au début de la création.
Donc, on va dire la première étape, une fois que... voilà, si tu te sens appelé à vraiment regrouper plein de choses pour commencer et après réduire, tu peux le faire. Sinon, la première étape, vraiment essentielle, ça serait de prendre le temps de noter sur un papier. Vraiment, là, il faut se dire que le premier mood board, on y va avec les papiers, les magazines, etc. On peut après le faire sur l'ordinateur, etc. Mais je pense que quand c'est le premier, le faire en manuel, ça a vraiment encore plus de force. Donc je t'invite vraiment à le faire comme ça. Et du coup, de prendre une feuille et de noter tous les mots-clés qui correspondent à ton projet ou à ton entreprise. Du coup, tu peux lister tes valeurs. Donc, est-ce que c'est écologique, féminin, bienveillant, dans les domaines de la spiritualité, qui est une valeur forte pour toi, le luxe, le sérieux, l'accessibilité, vraiment toutes les valeurs qui peuvent, qui parlent de ton projet. Ensuite, tu peux aussi lister les émotions que tu souhaites transmettre. Parce que quand on parle de visuel, on parle beaucoup d'émotions. Moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant dans mes accompagnements de création d'identité visuelle, d'identité de marque ou même de la création de site internet. C'est de se poser la question quelle émotion on a envie de transmettre et quelle sensation on a envie que le potentiel client ait quand il voit notre communication, quand il voit nos accompagnements, etc. Donc, lister les émotions qu'on souhaite transmettre. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est de la surprise, de la confiance, du lâcher-prise? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de troublant, de curieux? Enfin voilà, c'est vraiment se dire quelle émotion je veux transmettre. Donc, le fait de le poser, ça va permettre déjà indirectement de réduire un petit peu les visuels qui sortiront juste après. Et ensuite, bien évidemment, si c'est pour un projet pro, et j'ai envie de dire même si c'est pour un projet perso, un mariage, un photoshoot ou autre, c'est de noter aussi le domaine. Est-ce que tu es dans un domaine du bien-être? Est-ce que dans l'événementiel, la restauration, la santé, l'éducation, la créativité, la spiritualité? Enfin, on va vraiment définir le domaine que tu transmets pour à nouveau affiner un petit peu tous les messages qui vont être transmis dans les visuels. Une fois que tu as fait ce travail de lister les mots-clés, ça sera un peu comme les visuels juste après, tu risques d'en avoir beaucoup. Donc maintenant, on va venir affiner. On va essayer d'en choisir 1 ou 2 max par catégorie. Donc une valeur, une émotion et un domaine pour vraiment épurer un petit peu et vraiment garder l'essentiel. Parce que ce soit dans un mood board ou que ce soit dans l'illustration pour une identité visuelle, trop en dire n'est jamais la bonne solution. Il faut vraiment garder l'essentiel pour ne pas perdre en fait de clarté et transmettre trop d'informations dans le visuel, ça donne pas envie en fait. Ça donne pas envie, ça renvoie pas forcément une image professionnelle et si c'est le cas par exemple d'un mood board pour un photographe, s'il va pas pouvoir tout retranscrire dans les photos. Donc c'est vraiment quel est l'objectif principal de ce mood board, de ce projet, de cette entreprise. Si tu réalises ce mood board dans le cadre de la création de ton branding pour ton entreprise, la question que tu peux te poser à ce moment-là, pour vraiment être précis, c'est comment tu veux te différencier de la concurrence, qu'est-ce que tu veux apporter de plus et quel est vraiment ton élément différenciateur dans ce que tu proposes. Ça va vraiment te permettre encore plus d'approfondir et de rendre percutants ces mots-clés. Donc voilà, ça c'était vraiment la première étape. Du coup, la deuxième étape, ça va être de sélectionner des visuels. Et c'est là qu'on va vraiment s'amuser. Justement, si on est sur du papier, de découper, de déchirer, même j'ai envie de dire, des magazines, d'écrire, de choisir des typographies, etc. Peut-être même déjà à ce moment-là. Pour mettre en lumière tous ces mots-clés. Donc là, on va vraiment faire beaucoup de recherches visuelles. Si vraiment dans les magazines tu ne trouves pas tout ce que tu souhaites, tu peux aussi faire des recherches sur Pinterest
et peut-être imprimer, comme ça tu fais vraiment ta première version à la main pour avoir la matière et encore plus d'émotionnel. Après bien sûr je ne t'invite pas à imprimer 10 000 tableaux Pinterest, le but c'est pas d'utiliser trop de papier mais regrouper sur une feuille quelques visuels qui pourront venir s'ajouter aux visuels que tu auras découpés dans des magazines ou même des photos, etc. Et du coup, là, le but premier dans la sélection des visuels, c'est de réunir un maximum d'images qui vont illustrer les mots-clés. Donc là, tu peux vraiment te permettre d'en choisir plusieurs. Une fois que tu as tous ces visuels devant toi, tu les poses vraiment bien devant toi et un par un, tu vas les prendre dans tes mains et tu vas te poser la question de qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelle émotion ? Qu'est-ce qui ressort vraiment de cette image ? Est-ce qu'elle me plaît ? Juste, simplement ? Ou est-ce que vraiment il y a un message fort dans cette photo qui parle de moi, qui parle de mon projet ? Si c'est pas le cas, tu mets de côté. Et si c'est le cas, tu gardes jusqu'à réduire à 10 tes visuels. Donc là, on va dire que tu avais une trentaine de visuels et tu viens vraiment un par un te connecter à cette image et tu réfléchis à si vraiment c'est important. Est-ce que vraiment c'est percutant ? Est-ce que ça retransmet vraiment les mots-clés que tu auras définis juste avant ? Une fois que tu es passé à 10, tu vas peut-être laisser ton cerveau se reposer un petit peu, prendre du recul, aller te balader, aller cuisiner, peut-être danser, écouter de la musique pour laisser poser les choses et laisser vraiment décanter ces 2 premières étapes qui, on dirait pas comme ça, mais demandent quand même un peu de réflexion et d'introspection. Une fois que tu es passé à cette pause, tu reviens sur cette sélection de 10 visuels et tu vas venir passer à 5. Alors là, ça commence à se compliquer parce qu'en général, déjà passé à 10, on a dû faire tirer un trait sur certains visuels qu'on adorait, mais là, on va passer à 5. On va passer à 5 parce que, un mood board, on évite de mettre trop de photos. Comme les mots-clés, on évite d'en mettre trop. Et là, c'est pareil pour les visuels. On va venir épurer pour aller à l'essentiel et garder vraiment les messages forts et les ressentis forts à travers les visuels. Dans les visuels, j'ai pas précisé, ça peut être des visuels très abstraits. Ça peut être de la texture, ça peut être une matière, ça peut être par exemple de l'or, du cuir, du béton. Ça peut être vraiment très abstrait, mais une texture va renvoyer tout de suite à un univers. Par exemple, si c'est du velours, ça fait très cocooning, chaleureux, etc. Donc vraiment, on n'est pas obligé de mettre des visuels très parlants, mais qui, eux, par contre, sont porteurs de messages et de sensations. Une fois que tu as du coup défini ces 5 visuels, on va passer à l'étape suivante qui est de sélectionner les couleurs. Alors pour sélectionner les couleurs, peut-être que tu vas te rendre compte qu'en sélectionnant ces 5 visuels, il va y avoir une dominance de couleurs. Parce que forcément, inconsciemment, intuitivement j'allais dire même, dans tes choix de visuels, ton but, dans quel que soit le visuel, était de retranscrire les mots-clés que tu as choisis en étape 1. Et du coup, les messages inconscients viennent s'y glisser. Donc, un paysage très lumineux, très solaire va renvoyer à cette dimension solaire qui aurait pu être une de tes valeurs. Et du coup, peut-être que dans tes visuels, tout ce côté lumineux est retransmis. Donc, là, tu vas pouvoir choisir des couleurs en t'inspirant vraiment des dominances de couleurs qui sont retransmises dans ces 5 visuels. Donc là, en l'occurrence, avec mon exemple, ça pourrait être le doré, ça pourrait être le jaune, ça pourrait être le orange, un peu plus chaleureux. Mais voilà, c'est de prendre du recul sur ces 5 visuels et voir ce qui ressort au niveau des couleurs. Si dans les visuels, tu vois pas forcément de dominance de couleurs, de teintes, ça va être de sélectionner 4 à 5 couleurs maximum alors ça va être avec tes goûts, quelle couleur te plaît, etc. Mais aussi, il faut faire attention de bien veiller à être sûr du message qu'on transmet avec la couleur. Parce que chaque couleur a un message inconscient, va apporter une émotion, une sensation, une ambiance. Donc, au-delà de juste
avoir des couleurs qui nous plaisent, c'est aussi aller se renseigner un petit peu sur Internet. J'ai fait un article à ce sujet, je mettrai le lien en description. C'est de bien veiller à bien choisir les symboliques de ces couleurs. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de s'enfermer complètement dans les symboliques des couleurs, mais il faut quand même un minimum y faire attention. Créer sa palette de couleurs n'est jamais facile, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un article il y a un petit moment où je te propose 5 palettes de couleurs vraiment préférées, mais je te propose aussi en ce moment un freebie, donc un workbook à télécharger où je propose 9 palettes de couleurs et associations de typographie. Peut-être que ces palettes de couleurs t'inspireront, donc pareil, je mets le lien en description et ça pourra te guider du coup dans le choix de tes palettes de couleurs. Ensuite, une fois que tu as défini du coup ton choix de couleurs, il va être important aussi de définir ton style typographique. Parce que comme les couleurs, les typographies transmettent des messages inconscients. En fonction du style typographique, on ne va pas avoir la même sensation, la même distance avec la personne qui va lire. Une typo manuscrite va vraiment créer du lien, une typo un peu plus droite va stabiliser et apporter du coup un lien de confiance. Si on utilise par exemple des typos à empattement, ça va parler un peu d'histoire, donc d'expertise peut-être, d'expérience aussi. Donc voilà, il faut trouver les bons styles typographiques qui pourront être utilisés pour ton projet, ton branding. Alors là, l'idée c'est pareil, hein, c'est pas on n'en choisit pas 5. L'idée c'est vraiment d'en choisir 1, 2 peut-être en typographie principale, mais on va pas au-delà. Il faut vraiment, la même façon que tout le reste, épurer et aller à l'essentiel pour faire passer les bons messages. Et on n'est pas là pour faire un petit peu quelque chose de bariolé, quoi, si je peux me permettre. Il faut du coup que ça soit en harmonie forcément avec la tendance générale de ton moodboard, mais il faut également que ce soit, on va dire, que ça te plaise. Et ce qui est aussi, je pense, important, c'est pas de se fier uniquement à la mode. C'est pas parce qu'on voit sur Instagram, sur Canva ou tous ces sites que 10 personnes utilisent une typo parce qu'elle a la mode, etc., qu'il faut l'utiliser. Vraiment, il faut prendre de la distance avec ça parce que là, l'idée, si c'est surtout un projet professionnel, c'est de se démarquer. Donc l'idée, ça va vraiment être de transmettre les bons messages en choisissant bien sa typographie et en choisissant quelque chose qui nous plaît, quoi, et qui est en cohérence avec nos valeurs. D'ailleurs, je te mettrai aussi en description des liens pour pouvoir voir des typographies, pour pouvoir les télécharger sur ton ordinateur. On a Dafont typiquement qui est gratuit, où tu peux déjà trouver des typos sympas, on va dire gratuitement. Et après, il y a aussi Creative Market où là, on va être sur des typographies payantes, mais très très belles, très harmonieuses, avec des courbes magnifiques. Moi, j'avoue que je passe beaucoup de temps sur ce site. Je me l'interdis. Parfois, j'ai beaucoup de boulot et je m'interdis d'aller sur ce site parce qu'il y a vraiment des pépites et j'essaye du coup vraiment d'y aller quand je suis sur une création de branding en particulier. Et si j'ai plus de ressources dans les typos que j'ai déjà, mais c'est vraiment une pépite ce site, donc je te mettrai en description le lien. Donc voilà, une fois les couleurs choisies, on choisit les typographies, on en sélectionne 2 et on va du coup avoir tous les éléments pour ensuite passer à l'étape suivante qui est la mise en page. Du coup, cette dernière étape, moi je l'adore. C'est pas chose simple parce que on va du coup réveiller des syndromes chez nous. Typiquement le syndrome de l'objet brillant où on veut que ce soit parfait, que ce soit minutieusement découpé, que rien ne déborde, etc. Là, on est d'accord, on lâche prise. Surtout si on fait une mise en page format papier, on lâche prise sur les alignements de tout. On fait un effort, on est d'accord, mais voilà, ça reste quand même un moment de créativité, un loisir créatif. Donc voilà, on s'autorise à que ce soit pas complètement parfait. Et du coup, si c'est en format papier, on va prendre une grande feuille, un carton, un panneau de liège peut-être, et on va venir mettre
l'un à côté de l'autre, peut-être un peu l'un sur l'autre, les visuels, les mots-clés qui seront du coup écrits avec les typographies que tu auras choisies et les couleurs. Donc les couleurs, par exemple, si tu as fait vraiment tout dans les magazines, si tu as choisi, voilà, tu t'es écrit en fait les couleurs que tu as envie, c'est peut-être de venir découper des petits ronds, des petites bulles en fait dans les visuels. Par exemple, si dans un magazine tu as un fond bleu et que tu voulais la couleur bleue, venir découper un petit rond bleu dedans pour venir la poser en mode petite vignette sur ton moodboard pour vraiment mettre en lumière les couleurs que tu as choisies. Voilà cette petite astuce. Et si tu es plutôt digital et que tu veux vraiment aller plus loin et que tu as sélectionné tous tes visuels en digital et que tu veux le faire par exemple sur Canva pour faire la mise en page, c'est possible. Et là du coup tu vas pouvoir peut-être même être un peu plus carré, on va dire, dans la mise en page. Il me semble que sur Canva, j'avoue je l'utilise pas beaucoup, mais tu as même des modèles prédéfinis de moodboard pour venir juste glisser tes images dedans pour que ce soit peut-être plus simple aussi pour faire la mise en page. Et du coup là tu vas venir en fait coller les images pour en faire un patchwork avec tes visuels, tes typographies, tes couleurs et avoir une vue d'ensemble sur la belle harmonie et la cohérence graphique de tes choix de visuels. Et normalement, si tu as respecté toutes les étapes et que tu as bien retransmis tes émotions et les messages que tu voulais transmettre, d'un coup d'œil, on va tout de suite comprendre ta personnalité et l'image que tu veux donner à ta marque. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les étapes de création de moodboard. Donc comme je l'ai dit de temps en temps dans cet épisode, moi c'est quelque chose que je fais quotidiennement pour mes clients, pour la création de leur branding, parce que c'est vraiment le moment en fait où je passe du temps avec un workbook vraiment d'immersion plus poussé, où on parle de clients, de cœur, etc. Mais une fois qu'on a fait toute cette partie immersion sur le papier, j'adore cette étape d'immersion vraiment et de retranscription visuelle de toutes les valeurs et tout l'univers de mon client. Et tout de suite en fait ça prend forme. Et c'est toujours une étape un peu magique en fait qui se passe et j'adore. Souvent on me dit mais comment t'as fait, c'est complètement moi. Mes proches ils ne reviennent pas qu'on se connaissait pas il y a encore 2 semaines. Donc ça c'est vraiment fabuleux quand ça se passe comme ça et je suis sûre que même vous, si vous le faites vous-même, vous allez pouvoir avoir ce résultat et je l'espère. Et puis si tu as besoin d'aide pour le réaliser, je serai ravie de pouvoir t'accompagner dans sa création. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.